Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Albatros. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super. Très excité parce que aujourd'hui on part au CERN pendant 3 jours. Donc je vais vous faire un petit vlog, une petite vidéo pour vous montrer tout le voyage, le déroulement de ce qui se passe là-bas. J'espère que ça vous plaira. Et tout de suite on est parti. Donc là je viens de finir le déjeuner. Je vais me laver tranquille et puis on va partir. Quelle heure il est ? 5h26. Donc l'heure de se préparer, puisque le train il est à 8h. Moi je prends le tram vers 6h30. Faut être à la gare à l'heure, parce qu'il faut être vers 7h30, puisqu'on se rejoint là-bas avec tout le monde. Et voilà, du coup, je viens de finir de me doucher, toutes mes affaires sont prêtes, je viens de finir de préparer mon sac. Tranquillement, dehors il fait encore nuit. Comme vous pouvez le voir. J'espère qu'il va pas faire trop moche aujourd'hui en vrai, parce que ça me saoulerait de pas pouvoir vous filmer tout ça. Donc là, quelle heure il est ? On va pas tarder à partir, je pense. 6h04. Ouais, je pense que je pars dans un quart d'heure environ. Donc programme du jour, aujourd'hui on va d'abord prendre le TGV à Saint-Pierre-des-Corps, donc qui est la gare TGV de Tours. Pour ensuite aller à Massy, puis descendre jusqu'à Lyon. De Lyon on a un changement jusqu'à Annecy. Et Annecy, c'est là où on loge, en fait, c'est l'auberge de jeunesse. C'est là où on va aller poser nos affaires. Donc cet après-midi, on aura une après-midi libre dans Annecy pour qu'on puisse le visiter, parce que normalement on est censé visiter un autre laboratoire, mais malheureusement ils étaient en rénovation, donc on n'a pas pu. Et après ça, donc demain, on va aller normalement jusqu'au CERN, qui est donc l'activité principale de pourquoi on y va. On va aller visiter vraiment tous les laboratoires qui tournent autour du LHC, des trucs comme ça, tous les locaux. Et normalement, vendredi matin, avant le départ, on ira visiter encore un autre laboratoire à Annecy. Un laboratoire de physique, encore une fois, on pourra peut-être rencontrer Richard Taillet. Bon les amis, il est presque 6h30, c'est l'heure de partir. Et let's go. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans le tram, que quand je filme les gens ne me regardent pas bizarre. Ça là c'est Jupiter normalement. J'attends un tram. Ce n'est pas le mien parce que le mien il a 46. Je me dirais dans le but je peux quand même le prendre, ça m'évitera de me faire. La sûreté prime les amis. Bon là on vient de sortir du tram ou quoi ? On se dirige vers l'arrêt de bus. Tranquillou. Attends, le camtar lui il va pas s'arrêter. Bon là on doit attendre un peu du coup. Parce que j'ai pris le tram vachement tôt. 23 minutes, nickel. Pourquoi j'ai pris le tram aussi tôt ? Ça m'apprendra à vouloir partir tôt et pas être en retard. 6h37. Salut Gary. Je suis là. Ah bon, d'accord. Dites bonjour à les caméras. Bonjour Wilfried. Bonjour. Donc là on prend le bus, on va jusqu'à la gare, tranquille. Là-bas on descend, parce qu'on attend les autres. C'était dur ce matin de se lever ? Pas ça trop. Va, parce que je n'étais pas endormie. Oui, c'est par contre c'est dur. Moi je dis que ce vlog va être magnifique. Ce vlog va être magnifique, en effet. Salut le petit pote. Donc là on va pas tarder d'arriver à la gare. Bon c'est parti, descendons du bus. Je la comprends. Avec mon sac énorme. Bon allez les copains, on va rejoindre les autres. Bon, voici la belle gare de Saint-Pierre-des-Corps. J'espère que vous aimez. Waouh, très belle horloge. Mais c'est quelle voiture après on va tous dans la même voiture à Massy. Voiture 18. Et tout le monde regarde par là. Avec le train qui démarre.
filmer avec ce truc? Oui, ça. Non, non, je filme. Ah, tu filmes là? Oui, salut. Dis bonjour à la caméra. Bon, la caméra est ça. Dis bonjour à la caméra, c'est lui. Bonsoir, bonsoir. Excellent. C'est vrai que On est c'est parti. pour ça que Billy. Non, c'est bon, je peux le prendre. Prends ton sac. Tiens, mec, t'es gentil. Bah, ok ou pas? Allez, on va ok. On va ok. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire ça, mec. Oh, le soleil s'est levé, enfin. Attendez, regardons. Ça rime ou pas? C'est pas le nôtre. Bon, on va attendre là. Non, mais c'est pas le temps. Faut attendre celui d'après. Bah, on attend. En fait, on attend que l'autre train y passe. Comme ça, on voit où est le wagon numéro 7. La voiture. déjà? Tu veux qu'on se met tout? Vas-y, mec. On prend l'île Flandre, Wolf. D'accord. Ça, c'est Julien. Bonjour, Julien. Bonjour, YouTube. Bonjour, YouTube. Malaise. Lol. Bon, ben, on se retrouve dans le train une fois qu'il est arrivé. C'est pas grave, nous voici arrivés à Massy. On opère un changement de TGV pour aller à Lyon. On arrivera là-bas vers à peu près midi, donc l'heure de manger. Et puis après, bon, on rechangera jusqu'à Annecy une demi-heure plus tard. Et on arrivera. On arrivera vers 15h à peu près, c'est ça? Ici le vlog. Easy. Bonsoir. Bonsoir. En avant. Midi 8. D'accord. Midi 8, voie D. On fait un changement pour aller jusqu'à Annecy. Ça, Basile? Je suis super sûre. À moi de dire la caméra. J'ai faim. En effet. Moi aussi j'ai faim. On a tous faim. Ça va être l'heure de manger. Là pour l'instant c'est les périples de la SNCF. C'est ça. Regardez-moi tout ça. Alors vous voyez, il y a les gens feignants qui prennent les escalators, et il y a les gens comme nous qui montent gentiment à pied. Qu'est-ce que vous avez à raconter? Qu'est-ce que vous avez à raconter, vous le faites mourir? Bah mec, la YouTube mollet, ça va pas se faire tout seul. Attends. Bientôt les 400 000. Non, je plaisante. Abonnez-vous, hein, si c'est pas déjà fait. Bon allez, on arrive voie D. Le changement se fait dans 10 minutes, donc on n'a pas trop le temps. 8 minutes. Et nous voilà à Annecy. Excellent. Bienvenue à Annecy les amis. Alors c'était bien ces 2 heures de train? C'est vraiment génial. J'ai dormi. Yes. La petite sieste d'après manger. Nickel. On est tous là? Allez. Toute la compagnie. Enfin arrivé. Enfin arrivé. Yes. 4 jours de voyage. On suit les guides après. On prend le bus les amis, youpi. Et après le bus, on prend la trottinette. Et une fois qu'on sera arrivé, on pourra enfin poser les affaires et se reposer et faire dodo. Est-ce que c'est le bon bus? Attendez.
On va couper la caméra parce que ça va être galère. Ouais, un petit peu, ouais. Bonjour Massoud. Et nous voilà à l'auberge de jeunesse. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas on voit pas la montagne. Ah, c'est dommage. Donc là, les sacs. Dommage, on voit pas la montagne, mais je vous montrerai juste après, juste derrière là. C'est magnifique. C'est magnifique. Trop bien. T'as-tu filmé, Quentin? Oui, surtout toi. Non. On va rentrer. Là, en fait, on galère à se répartir les chambres si vous n'avez pas compris. Voilà. Parce qu'on est en physique, mais on sait pas faire des calculs. Bon, voilà, on est arrivé dans la chambre. Youpi! On est heureux, on doit faire notre lit. Oh les gars, On voit pas. Ah, il y a quelqu'un dans la chambre là-bas. Oh la montagne! C'est pas les chiottes, ça. Mais les chiottes, ils sont sur le palier. Ils ont de ouf la douche. On dirait une. La belle montagne, putain. Vous avez les montagnes? J'adore les montagnes. Donc voilà, là on va aller visiter Annecy vite fait. Attends, est-ce que le micro est allumé? On va aller visiter Annecy, mais là, le problème c'est qu'il pleut un peu. Du coup, je pense pas que je vais vous filmer. Je pense juste que je vais prendre l'appareil photo en mode photo. Non. Juste après ça, On va où du coup? Où va-t-on, Alex? Café des Ducs, Cap Nord-Ouest, 46 degrés. Très bien. Bonjour. Bon alors, là, tranquille. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on a mangé et tout, tranquille, à l'auberge de jeunesse. Donc là, on est bien, on est posé, on va jouer au Munchkin, on attend les autres. Petite ambiance cocooning, genre tamisé, posé, avec les copains. Dites bonjour. Bonjour. Donc là, bah, je pense que je vais vous reprendre que demain. Parce que là, il va être l'heure d'aller se coucher pendant pas longtemps. Il est quelle heure? Quelqu'un peut me donner l'heure? Il est 23h. Bon, bah, je vous retrouve demain matin au réveil, 6h. Et on est parti. Tu vas commencer à faire bonjour. Salut YouTube. Il y a Alex qui dort encore derrière. Ah, On est au non, deuxième y a jour pas à Annecy. Il y a YouTube qui est à la douche. Tranquille. Moi, je vais descendre pour pas les déranger plus que ça. Moi, je vais me poser tranquille et je vais expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Laisse-moi faire mon vlog, c'est peut-être. ça. Là, on se retrouve, je vais vous expliquer vite fait le programme du jour. Pardon, c'est le matin, j'ai encore la voix cassée. C'est horrible. Donc, aujourd'hui, direction le CERN à Genève. On va bien s'amuser. Non, on va pas s'amuser, on va bien découvrir ce lieu qui est super intéressant. Parce que pour un physicien, c'est vraiment le lieu à visiter une fois dans sa vie. Qu'on fait pas d'ailleurs 1000 fois dans sa vie. Sauf si vous travaillez là-bas, évidemment. Donc, programme du jour, le matin, on va aller visiter le musée du CERN, voir un peu genre, l'évolution dans
dans la connaissance de la physique des particules grâce aux collisionnaires de particules de plus en plus évolués qu'on a au travers de l'histoire. Après le midi, on va manger à la cantine du CERN en fait. Et ensuite l'après-midi, on va aller visiter les laboratoires, ce qui m'intéresse le plus personnellement, mais bon, c'est qu'à titre personnel, donc à la limite on s'en fiche. Donc les laboratoires, voir un peu comment, enfin là où travaillent les chercheurs. Enfin même si ça va être de loin, on va pas vraiment aller les déranger pendant qu'ils travaillent, ce serait un peu malvenu, on va dire. Et puis voilà, là on est à Annecy, il est presque 7h. Il pleut. On le voit pas trop, mais il pleut. Du coup, ce matin, je voulais faire un joli time-lapse du lever de soleil sur le lac, mais comme c'est tout gris et tout nuageux, c'est baisé, quoi. Ah, j'étais pas venu. Attendez, je vais vous faire visiter un peu l'auberge de jeunesse. Donc là, c'est un espace détente, avec un jeu d'échecs absolument gigantesque là, avec un autre plus petit là-bas au fond. Et là, vous avez un jeu de cartes classique. Ça, le petit escalier. Ouais, t'as des ping-pong. T'as des ping-pong. Et là, une sorte de mini. Par contre, c'est pas très haut de plafond. C'est. Ouais. Donc là, on a une table de billard. Table de billard, tranquille. Des queues là-bas. Il me semble que c'est 2 € la partie, on m'a dit. Puis là, il y a un petit vidéoprojecteur. Oh, nice. Regardez ça, un petit vidéoproje. Et là, genre une fake cheminée. Bon, c'est sympa, c'est très cosy. Ah, je suis vraiment dégoûté qu'il fasse pas beau. Ah bon, tant pis. La vidéo sera quand même belle, j'espère. Là, on va déjeuner tranquillou. À 7h30. Jusqu'à 8h, puis après, départ direction le CERN. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, programme de la journée, donc matin, le musée, l'après-midi, les labos. Ça va être hyper intéressant, on va vous filmer tout ça. Des belles photos, des belles images. On ne sera heureux. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai envie une sieste. Ça fait une dure dès le matin. Tout le monde se prépare. J'ai déjà fait une intro à la journée. Je me suis levé tout à l'heure. Bon, let's go. Là, on est sur le tarmac, on va partir. Je sais même pas coiffé, mec. Qu'est-ce qu'on s'en fout, de toute façon? Est-ce que t'as besoin de te coiffer pour aller au CERN? Non. Ouais, c'est parti. Un mec qui change. Bonjour Inel. Pas besoin de se coiffer quand on a un bonnet. Exactement. Voilà. On est censé être dans le bus. On se dépêche. Le CERN nous attend, les amis. Dis bonjour caméra. Salut, Salut YouTube. la communauté de Quentin. salut. J'ai perdu un œil en cours de route, mais bon, c'est pas grave. Souscrivez à un abonnement. Souscrivez à un abonnement. Lol. Bon allez, on y part. Les gars, dites-moi qu'on est à plus d'un cycle de sommeil du CERN. On est à 1h30 du CERN. Il y a 1h30 de route. Alors, vous venez de passer en territoire suisse. Et l'engouement. Donc, le premier truc que vous découvrez de la Suisse, c'est les embouteillages. C'est le CERN. Ouais, je voulais. Il pleut. Il pleut, les amis, on arrive au CERN. Merci Anna de nous abriter. Ah, trop gentil. Bonjour les copains. Bon, ben, je vais pas vous filmer dehors parce qu'il pleut un peu. Du coup, c'est galère. Marie, tu veux quelqu'un? À tout à l'heure. Bisous. Voilà. Nous sommes en Suisse. Il y a des horloges Rolex. Vraiment, il y a horloge Rolex. On est bien. Distribution des badges. Non, non. Hors de question. Moi, c'est souvenir pour toujours. Forever. Vous avez vu, au fait, l'horloge Rolex là-haut? La richesse. On est en Suisse, il y a une horloge.
Commencez par l'expérience qui est là, donc vous pouvez y aller dès maintenant. À 11h30, on ira manger. Il y a la sphère qu'on a visité après. Donc là, c'est le détecteur Atlas. Ce gros truc, c'est tout Atlas. C'est vraiment un détecteur gigantesque. Là, qu'est-ce que c'est? Là, une sorte de chambre à brouillard. Pour les murs, les électrons. Trop bien. Particules de l'espace. C'est ça. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit aussi dans le temps de truc. C'est plus lourd que de l'acier, ça? Si tu le dis. C'est pas moi qui le dis en fait. La bouteille ouverte lors de la découverte du boson de Higgs. Excellent. Ça, c'est gigantesque quand même. Ça, c'est notamment ce qui a permis de découvrir les bosons intermédiaires Z et W, qui sont les particules d'interaction pour la force nucléaire faible.
des particules massées qui du coup se désintègrent aussitôt qu'elles ont été créées. Il reste théorie. Mais où est l'entrée ici? Ah, l'entrée est juste ici. Encore une horloge Rolex parce que... Bienvenue en Suisse. Ouais, Messieurs et dames, je vous présente la sphère. Ça c'est une bouteille d'hélium? Non, d'hydrogène peut-être. C'est là que sont stockés les protons pour être envoyés dans le collisionneur en fait. C'est super joli, c'est trop cool. Nous sommes heureux. Qu'est-ce donc? Le premier accélérateur circulaire. Ceci, messieurs, dames, est un accélérateur de particules. Mais tu sais que par exemple, nous, on utilise le même genre de truc pour les microscopes électroniques en transmission. On en a un à Poitiers. On utilise beaucoup plus de matière et c'est la même bonbonne depuis des années et des années. Donc ça c'est la section transversale d'un aimant. C'est ici que va circuler en fait l'hydrogène. Notre univers. De quoi est-il constitué? Quel est son destin? Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est posé ces questions. Le LHC va nous rapprocher des réponses. Nous sommes ici dans les labos des chercheurs. Ah d'accord, ça pleut, d'accord. Bah, je vous retrouve après. Là nous allons manger. Le réfectoire se trouve ici. Genre c'est un petit complexe sympa. Sympatoche. Là il y a des enfants qui ont fait des dessins. Avec des petits bonhommes de neige. Je sais que ça n'a rien à voir avec le cerf. Voilà, on a fini de manger. Là, on est en train de visiter, mais on sait pas si on a le droit d'aller. Ouais. On peut aller voir la bibliothèque, en effet. L'heure. Non, mais je prends l'heure. Là, des bureaux. Je m'appelle Cédric, c'est moi qui vais faire la visite, en tout cas celle-là, parce qu'après ça sera un autre guide. Moi je travaille sur un des accélérateurs au sein qui s'appelle le PS. PS ça veut dire proton synchrotron. Sur cet accélérateur-là en particulier, je m'occupe d'un élément très sensible qui s'appelle la cavité radiofréquence. Et dans un accélérateur de particules, la cavité radiofréquence, c'est l'organe qui accélère le faisceau. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu rapidement, mais dans un accélérateur de particules, il y a différents éléments. Chacun a une fonction, ils sont pas là pour faire beau. Et un d'entre eux accélère, ce qui est plutôt bien dans l'accélérateur. Et moi, je m'occupe de ça.
2-3 consignes rapidement sur la visite. Vous avez le droit de faire des photos, de faire des vidéos, tout ce que vous voulez, on n'a rien à cacher. Il n'y a pas vraiment de danger parce qu'on vous emmène que dans des endroits qui sont ouverts aux visiteurs. Le seul truc, c'est faites gaffe, il pleut et ils ont eu la bonne idée dans le lieu où on va visiter de foutre du grillage qui est une véritable patinoire quand on a les pieds mouillés. Voilà. Sachant que les pompiers, la police, la gendarmerie, l'armée et je ne sais trop quelle instance étatique n'a pas le droit de rentrer ici. Donc si vous vous faites mal, les pompiers, c'est compliqué. Rassurez-vous, on a les nôtres. Il y a le numéro sur vos badges. Un petit mot sur le pourquoi ça, hein. Le CERN a le même statut juridique qu'une ambassade. Donc vous êtes ici ni en Suisse ni en France, vous êtes au CERN. Ce statut-là, il est propre au CERN, qui est une organisation internationale, et donc protégé par certains accords, etc. Ok. Donc soyez pas choqués si vous voyez toute une tripotée de plaques vertes, c'est normal. Je suis désolé, je guide depuis ce matin, j'arrive plus à aimer trop bien, c'est une catastrophe. Le couloir dans lequel on se trouve, vous allez me dire c'est un couloir moche et un peu sordide, oui, je suis d'accord. Ici, à peu près tous dans le même état. Mais c'est pas n'importe quel couloir, et c'est important d'en parler, parce que ça va répondre à une question que peut-être vous me posez et qu'on nous pose souvent, c'est le CERN, c'est bien beau, ça coûte une fortune, mais à quoi ça sert? Ben, je vais vous répondre, je ne sais rien. Et il n'y a pas de grand monde ici qui est capable de vous répondre à cette question. On ne peut pas savoir à quoi sert quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. C'est difficile. On a des idées sur ce qu'on veut en faire, ce qu'on pourrait en faire, mais ce qui est certain, c'est que... Bon, la batterie de ma caméra a décidé de me lâcher à ce moment-là. Ce que voulait nous montrer notre guide, c'est que dans le couloir que vous pouvez voir à l'écran à l'instant, est le lieu où a été créé le web. La réflexion sur laquelle il voulait nous amener est la suivante. Si le CERN sert avant tout à la recherche fondamentale en physique des particules, le nombre de retombées dans notre quotidien n'est pas négligeable. D'où sa question. Le CERN, ça sert à quoi? Eh bien aujourd'hui, c'est grâce à cette institution que nous pouvons naviguer sur des pages du web, commander en ligne ou même regarder cette vidéo. Attention toutefois à ne pas confondre le web avec Internet. Le web, c'est le système de pages et de sites qui sont mis en ligne sur Internet et qui forment un réseau d'adresses, comme une toile sur laquelle nous circulons. Ah d'accord, j'ai compris les grilles. Alors non, ça c'est le synchrocyclotron. Juste contre la barrière là-bas, je vais vous mettre un film. À la fin de la vidéo, la machine sera tout allumée, donc on verra beaucoup mieux. Mais il y a un petit effet waouh. Ouais, il y a des ingénieurs qui bossent là-dessus. Donc, je vous laisse vous mettre contre la barrière là, le film va être projeté en partie sur ce mur-là et en partie sur ce mur-là. Enfin, sur la mécanique. Profitez-moi, c'est un peu... Si, La science peut rapprocher les nations et contribuer à un monde meilleur. Voilà pour cette petite vidéo. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tchatcher pendant trop longtemps parce qu'en fait il est 50 et qu'on devrait déjà être à l'accueil. Juste, je vous laisse prendre 2-3 photos si vous voulez dans quel éclairé. Et un petit mot pour dédramatiser au-dessus de 10 kHz. Quand on arrive au-dessus de 10 kHz, on est dans le domaine RF. Et le domaine RF, c'est un domaine de l'électronique un peu particulier parce que les lois traditionnelles de l'électronique, elles n'existent plus vraiment. Genre, ce que je disais tout à l'heure avec quelqu'un à table, je sais qui, je ne vois pas, il doit être dans le groupe. U égale RI, en RF, vous oubliez. C'est toujours vrai, sauf que le problème, c'est qu'on ne peut plus considérer qu'une résistance, c'est une résistance. Une résistance, c'est une résistance, une inductance, une kappa. Et en RF, quand on est à plusieurs dizaines de mégahertz, l'inductance, c'est un gros problème, la kappa, c'est plus un gros problème. Et tout ça, ça complexifie vachement les choses. Pourquoi on a de la RF ici? Tout simplement, le calcul il est assez facile à faire. Le LHC fait 27 km. Donc pour arrondir les chiffres, on va dire qu'il fait 30 km. Le faisceau va à 99,99, 91% de la vitesse de la lumière. Pour arrondir, on va dire qu'il va à 100% de la vitesse de la lumière. Donc 30 km, 3,18 la vitesse de la lumière. Si vous calculez, le faisceau fait 11 000 tours par seconde. 11 000 tours par seconde, ça fait une fréquence de révolution de 11 kHz. Et la cavité doit changer de polarité à cette fréquence-là, 11 kHz. En l'occurrence, c'est un peu plus complexe que ça, parce que le faisceau dans le LHC, c'est pas un faisceau qui se mord la queue, c'est 2200 paquets de protons. Donc pour avoir la réelle fréquence des cavités, il faut faire 11 000 fois 2200. Et là, vous avez la vraie fréquence de changement de polarité des cavités. Sachant qu'on change la polarité des cavités sur plusieurs dizaines de milliers de volts. Donc non seulement on va très vite, mais à des puissances monumentales. Voilà pourquoi on a besoin de cavités RF. Cet objet-là, il est gros, il est costaud, vous avez le même, exactement le même, il a la même forme en plus, juste plus petit dans votre micro-ondes.
dans un micro-ondes via une qualité radiofréquence pour générer les micro-ondes qui sont des radiofréquences. Ça répond à la question. Alors on y va parce qu'on a la boue. Oui, ils étaient déjà séparés pour le précédent. Parfait. Donc faites la même chose quand on arrive de l'autre côté. Je vais pas trop parler dehors parce que. Il pleut. Normalement, ça va être plus interactif quand je passe de l'autre côté de la rue, mais là, c'est compliqué. Donc on va se dépêcher de passer de l'autre côté de la rue et puis ensuite, vous pourrez poser des questions. Alors c'est parti. Alors vous avez pas de chance parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, donc on voit absolument rien. Mais donc l'accélérateur de physique des particules qu'on a ici au CERN qui s'appelle le LHC, qui est le plus grand accélérateur qui existe sur Terre, qui fait ce type de physique-là. Il fait 27 km de circonférence et il est situé à 100 mètres sous terre à partir d'ici. Donc ici c'est un des points de collision du LHC. Et donc 27 km de circonférence, ça fait 8 km et demi de largeur, enfin de diamètre aussi. Qu'est-ce que ça fait 8 km et demi? Vous êtes arrivé comment juste en passant par la France, vous êtes passé. Et vous êtes passé par l'autoroute suisse? Ok, donc vous avez dû passer devant l'aéroport. De toute façon, on l'entend, l'aéroport. Il y a un petit peu plus par là-bas, c'est à 4 km par là-bas. Et il y a le mont Jura, en fait, qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui, mais qui est situé aussi à 4 km par là-bas. Donc ça vous donne... alors aujourd'hui, mais ça vous donnerait la superficie. Donc l'accélérateur du LHC, en fait, il est composé de plusieurs aimants qui vont permettre de maintenir les particules accélérées sur une certaine trajectoire ou sur une orbite. Et donc on a un champ magnétique qui est un champ magnétique qui est relativement puissant, puisque c'est un champ magnétique qui monte jusqu'à ça doit être 5 ou 6 Tesla, et qui va permettre de prendre les protons et de les courber. Vous savez tous que quand on fait passer une particule dans un champ électromagnétique, si la particule est chargée, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Alors la particule n'accélère pas, mais elle va être courbée. Et donc le rayon de courbure est proportionnel à l'énergie de la particule ainsi. C'est ça l'idée. Donc les énergies auxquelles on accélère les particules ici dans le LHC sont très très importantes, puisqu'on les accélère jusqu'à 13 TeV. Pour être plus précis, on accélère les particules, les protons, donc jusqu'à 6,5 TeV, et on collisionne à 6,5 TeV un faisceau avec un autre faisceau à 6,5 TeV. Donc l'aimant qu'on a ici, qui est un cryodipôle, il est effectivement utilisé à une température qui est très proche du zéro absolu. Donc on utilise des phases supraconductrices. Alors est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on fait ça? Voilà, donc comment est-ce qu'on obtient un champ magnétique? On va commencer par là. Avec un champ électrique. N'importe quel charge qui se déplace. Donc on fait une bobine et on fait passer un courant électrique à l'intérieur de la bobine. Si on se met au centre de la bobine, on va avoir un champ électromagnétique. L'idée qui est derrière ça, c'est qu'effectivement, comme tu disais à l'instant, si on a des courants qui sont très intenses, on va avoir un champ magnétique qui va être très intense, mais si on n'est pas en phase supraconductrice, le cil dans lequel on fait passer l'électricité va s'échauffer par effet Joule, et donc on va perdre une grande partie de la puissance pour obtenir des aimants de cette façon-là, donc en perte de chaleur. Donc il faut savoir que le LHC remplace un autre accélérateur qui s'appelait le LEP. Donc le LEP était situé au même endroit et on accélérait des électrons et des positrons à cet endroit-là. Le LEP n'était pas un accélérateur supraconducteur et une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu monter en énergie cet accélérateur-là, c'est qu'en fait quasiment toutes les augmentations d'énergie qu'on faisait en fait étaient perdues par événements synchrotron. Et c'est pas exactement la même chose, mais enfin de toute façon, désolé, je suis un peu bref, ça permet de réduire énormément la consommation d'énergie en fait, des aimants, de les passer en phase supraconductrice. Maintenant, je vais vous demander une autre question qui est un petit peu plus bateau. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle les aimants font cette taille-là? Il y en a 2700 qui sont tout autour du LHC. C'est une dizaine de mètres chacun. Une idée? La raison pour laquelle l'aimant fait cette taille-là c'est parce que c'est la taille standard d'un camion en Europe
Et donc, du coup, on peut simplement la mettre sur un camion et la faire bouger après l'avoir produit. Donc, il faut savoir en fait qu'ici, on utilise des technologies qui sont assez novatrices pour certaines, mais des technologies qui ne sont pas forcément très novatrices pour d'autres. Par contre, les échelles sur lesquelles on va faire ces choses-là sont très importantes. À l'intérieur de ces aimants-là, on arrive à avoir un vide très poussé. Et on a un vide qui n'est pas le meilleur vide qu'on peut arriver à faire dans les laboratoires du monde. Par contre, on a le vide sur 27 km. Donc voilà, c'est vraiment l'échelle sur laquelle on peut faire. La raison pour laquelle je vous disais ça, c'est qu'en fait, il y a deux approches pour le faire. Soit on le fait de façon où on redéveloppe tout, et à ce moment-là, ça coûte très cher, puisqu'on est obligé d'avoir des solutions qui sont customisées pour ce que nous, on a besoin. Soit on achète des choses qui sont faites par les industries, et ensuite, ça coûtera beaucoup moins cher, puisqu'on pourra réutiliser par exemple des camions standards ou des camions spécifiques pour transporter ces différents aimants à droite et gauche. Voilà, donc Atlas, c'est une des 4 expériences qui est sur le LHC. Atlas est situé en fait juste au niveau du hangar qui est là, à 100 mètres sous terre. Donc l'expérience, on la voit dessinée sur le mur là-bas. C'est la chose qu'on voit qui est en rouge, orange, vert. Et l'image qu'on a là-bas, en fait, une image à une taille 1/4 du détecteur. Donc le détecteur, dans la réalité, est très grand. Il fait quelque chose comme 40 mètres de longueur sur 20 mètres de hauteur. Et c'est situé à 100 mètres sous terre. Donc c'est assez impressionnant à voir. Malheureusement, on ne va pas le voir aujourd'hui. Vous pouvez revenir, il y a les Open Days qui seront organisés pour le CERN, par le CERN en septembre, le 14 et le 15 septembre, je crois, c'est un week-end, où la majorité des expériences seront ouvertes et n'importe qui peut venir. Le seul problème, c'est que pendant ces Open Days, il y a beaucoup de monde qui peut venir parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques au CERN pour venir, et du coup, il y a beaucoup de gens. Donc, si vous avez une autre façon de venir les voir, c'est intéressant. À savoir aussi que Atlas est très grand, mais il a été construit en instrumentant l'intégralité de la caverne en bas. Donc ce qui fait que quand on descend en fait dans la caverne, le détecteur est vraiment très grand, mais c'est difficile d'avoir une vraie idée de la taille du détecteur parce qu'on est directement dessus en fait et on n'a pas vraiment de vision de recul. Il y a 3 autres expériences qui existent. Donc il y a une expérience qui s'appelle Alice qui est en France, qui est située à 2 km par là-bas. Et l'HCB qui est une autre expérience qui est située par là-bas au niveau de l'aéroport. Et enfin CMS qui est située de l'autre côté du lac. Je pense que d'autres personnes sont en train de nous attendre, donc on va passer là-bas et de toute façon on va continuer à discuter. Donc venez, mettez-vous en arc de cercle autour de moi. Absolument désolé, il y a un petit peu de confusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés. Donc le détecteur Atlas, en fait, on peut le voir en image ici. Donc c'est un détecteur en fait qui est cylindrique et qui est construit en différentes couches d'oignons qui sont construites les unes au-dessus des autres. Donc le principe c'est qu'on a les protons qui arrivent de chacun des deux côtés du détecteur comme ça et on les collisionne exactement au centre du détecteur. Quand on fait la collision, qu'est-ce qui va se passer ? Ça crée des nouvelles particules. Alors voilà, le concept en fait c'est qu'on collisionne les deux protons. La majorité des protons en fait vont s'approcher de façon, ils vont quasiment pas interagir. On va avoir des diffusions dans la majorité des cas. Donc en fait, dans la majorité des cas, ce qu'on va produire comme collision, c'est des collisions de très basse énergie et on détecte quasiment rien à l'intérieur du détecteur. Il faut savoir donc que la majorité de l'énergie va repartir directement dans les faisceaux. Mais dans certains cas, les collisions vont être très centrales, donc les deux protons vont vraiment interagir face à face. Et à ce moment-là, en fait, on va avoir de l'énergie qui va être dégagée. Et donc, puisqu'on a de l'énergie, on peut créer de la masse. Exactement. Et donc le principe de ce qu'on fait ici, c'est qu'on va chercher à créer soit des particules qu'on connaît déjà à l'intérieur du modèle standard, et à ce moment-là, on va essayer de les étudier de façon très précise, soit des particules qui n'existent pas et qui peuvent être prédites par des théories au-delà du modèle standard.
Donc, comment est-ce qu'on fait ça exactement? Il faut savoir que toutes les particules qu'on va arriver à produire ici, comme les bosons Z, W, ou le boson de Higgs, toutes ces particules-là vont se désintégrer dans plusieurs types de particules qui sont connues. Donc on va avoir les électrons, les photons, les muons, les neutrinos, et ensuite les autres particules qu'on va voir sont la matière hadronique, qui sont du type des quarks, mais on va les voir sous forme de jet hadronique à l'intérieur du détecteur. Donc, à l'intérieur du détecteur en lui-même, on a plusieurs couches. Les premières couches sont des couches de trajectographie. Donc, c'est des capteurs qui correspondent quasiment à ce que vous avez à l'intérieur de vos appareils photo. C'est des capteurs qui vont interagir, des capteurs de silicium en fait, c'est des capteurs qui vont interagir quand une particule chargée va les traverser. Au centre, en fait, on a un champ magnétique qui est assez important. On a un champ magnétique de l'ordre de 5 Tesla. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand ces particules chargées vont passer à l'intérieur du champ magnétique, elles vont être défléchies, et on a différents points de détection qui vont permettre d'enregistrer un hit à chaque fois. Donc à partir de ça, on va pouvoir remonter et reconstruire des traces. Quand on a la trace, on connaît le champ magnétique de façon précise, à ce moment-là, on va pouvoir remonter à l'énergie incidente de la particule. Donc au-dessus des trajectographes, on a ce qu'on appelle les calorimètres. Donc les calorimètres électromagnétiques qui est ici en cuivre et hadronique qui est ici en gris et vert. Donc ces calorimètres-là, ils vont complètement arrêter la matière électromagnétique et la matière hadronique. Alors qu'est-ce que j'appelle la matière électromagnétique? Les photons et les électrons. En fait, les photons et les électrons vont interagir avec les calorimètres et ils vont vraiment perdre toute leur énergie. Ça va faire une gerbe électromagnétique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses-là en cours déjà. Non, c'est peut-être un peu... Ouais. Okay. C'est cosmique, enfin, une particule cosmique qui arrive dans le monde qui se désintègre, ça fait bien. Alors, les cosmiques, j'en parlerai tout à l'heure. On peut les voir à l'intérieur du détecteur, sachant que c'est compliqué quand même parce que le détecteur est situé à 100 mètres sous terre, mais on peut les voir. Quelle était ta question? Je pensais que une gerbe, c'était une forme de... Alors, les cosmiques, les rayons cosmiques, quand ils arrivent au niveau de la haute atmosphère, effectivement, ça fait une gerbe. Donc le principe, en fait, je vais en parler maintenant tout de suite, parce que ça sera fait. Ici, on a donc un accélérateur dans lequel on accélère des protons et on les fait se rencontrer et taper l'un en face de l'autre. Okay, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? La Terre, elle est protégée par l'atmosphère. L'atmosphère, c'est de la matière, c'est du gaz. Et il y a des étoiles, genre le Soleil, qui émettent à intervalles réguliers de la matière aussi. Donc il peut y avoir des rayonnements solaires, par exemple, qui vont émettre de la matière, donc du gaz, qui va voyager. L'espace est vide, donc les étoiles, quand elles émettent, c'est presque vide, la matière qui est émise des étoiles, quand elle est émise à haute énergie, en fait, elle va voyager en n'étant pas arrêtée pendant son trajet. Et donc il y a certaines particules de gaz, qui viennent du Soleil, par exemple, qui vont arriver, qui vont interagir avec la haute atmosphère. Quand ça se passe, on a effectivement une collision de particules exactement de la même manière qu'on a ici au LHC. La grosse différence étant que les particules de la haute atmosphère sont statiques et les autres particules sont, elles, les particules qui viennent du Soleil par exemple, sont elles accélérées à haute énergie. Donc la grosse différence, c'est qu'on fait une collision en gros d'une voiture contre un mur. Alors que ce que nous on fait ici, c'est deux voitures l'une en face de l'autre, comme ça on a plus d'énergie qui est disponible. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a des particules qui sont créées dans ces collisions cosmiques, et ensuite, à partir de là, on a des rayonnements cosmiques, et toutes ces particules-là vont se désintégrer en faisant une gerbe. Au niveau du sol, ici, on va pouvoir arriver à enregistrer que certains types de particules, et la majorité, en fait, c'est des muons. Voilà. Et donc, en fait, les muons interagissent relativement peu avec la matière, et ils ont... Enfin, vous savez ce que c'est qu'un muon? Oui. C'est quoi? C'est le cousin un peu plus lourd de l'électron. Exactement. Et donc le muon, en fait, quand on le crée, il a un certain temps de vie, et pendant ce temps de vie, il interagit très peu avec la matière. Et donc en fait, le principe, c'est que ces muons cosmiques qui sont créés dans les collisions en haute atmosphère, ils sont créés vraiment dans la désintégration des particules secondaires qui sont obtenues dans la gerbe cosmique, et ensuite ils voyagent en arrivant jusqu'à la Terre, et ils peuvent passer à travers la Terre, vraiment, et on peut les détecter dans le détecteur. Il faut savoir que quand le LHC ne fonctionne pas, ce qui est le cas maintenant, si le détecteur n'était pas ouvert, on pourrait vraiment détecter des rayons cosmiques, et en fait on utilise des rayons cosmiques pour calibrer les détecteurs. Le gros avantage en fait, c'est que c'est des traces qui sont toutes droites, et elles viennent comme ça, c'est des choses qui sont assez énergétiques, donc c'est assez droit,
Et ça permet de faire vraiment l'alignement fin des détecteurs. Voilà. Je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire. J'étais au niveau des calorimètres. Donc en fait, oui, le principe de la calorimétrie, c'est qu'une particule arrive, elle interagit avec la matière, et on a des plans de détection qui sont interfacés avec des plans d'absorption. Donc dans les plans d'absorption, la matière va interagir ensemble, et dans les plans de détection, on va pouvoir détecter des hits énergétiques. Et donc à partir de ça, en fait, on fait du sampling, de l'échantillonnage, et on va pouvoir arriver à remonter à l'énergie en fait incidente des particules. Mais on arrête vraiment complètement la particule. Donc c'est une mesure qui est destructive de l'énergie. Alors que la mesure qu'on fait à l'intérieur des trajectographes, c'est une mesure non destructive. Donc la matière hadronique, genre les quarks up, down, etc., eux sont créés dans ces collisions-là, et la matière va s'hadroniser. Donc le problème, c'est quand on crée un quark, en fait, il ne peut pas rester tout seul. Il doit nécessairement s'appairer avec un deuxième quark, et ça fait de la matière hadronique, genre des mésons, qui sont un assemblage de 2 quarks, ou des baryons. C'est dans des baryons. Ouais, c'est ça. Qui sont des particules comme le proton. Le proton est un baryon, en fait, parce que c'est un assemblage de 3 quarks. Et les quarks sont, eux, liés par des gluons. Ok ? Et donc, en fait, ces particules-là, elles vont quasiment pas interagir avec le calorimètre électromagnétique, mais elles vont interagir avec le calorimètre hadronique. Encore une fois, ça va faire une germe qui sera un peu plus grande, et qui va donc nous permettre de voir qu'il y a des quarks qui ont été mis dans cette région-là de l'espace. Et enfin, Atlas a cette forme-là parce qu'on a le spectromètre à muons qui est derrière. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les muons interagissent très peu avec la matière. Donc, en fait, ils vont passer à travers les calorimètres quasiment sans interagir. Et ils vont interagir avec le champ magnétique qui est juste derrière. Encore une fois, ce sont des particules chargées, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est le cousin lourd de l'électron. On a un champ magnétique qui est très intense à l'extérieur. Et donc, on va dévier la trajectoire. À partir de là, on va pouvoir remonter à l'énergie en fait. À savoir que dans Atlas, en fait, on a des champs magnétiques qui sont extrêmement complexes. C'est ça la grosse différence avec CMS, qui est donc l'autre expérience dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a un champ solénoïdal au centre. Donc dans un solénoïde, le champ magnétique est constant. Et à l'extérieur, on a un champ toroïdal. Donc on a des aimants qui sont ici. Il y a 8 aimants toroïdaux qui sont les uns placés dans cette forme-là, en fait, comme avec l'engrenage qui est ici, qui est aussi un aimant. Et là, par contre, le champ magnétique est non constant. Donc dans Atlas, il faut qu'on ait des capteurs magnétiques qui nous permettent de reconstruire très précisément le champ magnétique. C'est assez compliqué, mais on arrive à le faire, c'est vrai. À savoir que CMS, donc l'autre expérience dont je parlais tout à l'heure, s'appelle Compact Ion Solénoïde, donc c'est en fait un grand solénoïde. Alors, quelle est la raison, à votre avis, pour laquelle on n'a pas utilisé un solénoïde à cet ensemble-là ? Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 40 mètres de longueur sur 20 mètres de hauteur. Pour le place. En partie, c'est surtout pour le coût, en fait. Comme dans la majorité des cas, donc un solénoïde, c'est une bobine, vraiment. Donc il faut bobiner sur l'ensemble du volume que vous voulez détecter, en fait, que vous voulez instrumenter. Et donc si on avait besoin de faire une bobine qui fasse 20 mètres de diamètre, ça coûterait vraiment extrêmement cher, d'autant que ces champs-là sont tous faits avec des aimants qui sont placés dans des cryostats. Donc c'est reproduit encore une fois à l'hélium liquide pour descendre à des températures qui sont proches du zéro absolu. Donc voilà. CMS en fait est beaucoup plus petit qu'Atlas pour cette raison-là, parce qu'ils ont fait ce choix technologique différent, et donc du coup le détecteur est très compact, alors qu'en fait ici, dans l'interface, toute la partie centrale est très compacte, mais dès qu'on sort de la partie centrale et qu'on rentre dans le spectromètre, qui fait la majorité de l'espace en fait, si ça fait 20 mètres, ça peut faire quasiment... je crois que le rayon, enfin le diamètre de ce truc-là, c'est genre 10 mètres, un truc comme ça. Ça fait une grande partie extérieure, c'est du vide en fait. Donc on peut vraiment se déplacer à l'intérieur du détecteur. Donc ça je l'ai fait pendant quelques années quand j'étais en post-doctorat au début, où on faisait la maintenance en fait, du détecteur. C'était assez marrant. Je fais plus ça maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant tout de suite ? On est dans un arrêt du LHC. Donc le LHC en fait on ne fait pas de collision à l'heure actuelle, et on n'en fait pas pendant 2 ans. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on fait ça ? Voilà. Alors, c'est la maintenance, c'est la mise à niveau des détecteurs essentiellement.
Donc il faut savoir que quand on est en train de prendre des données, on va prendre des données pendant 8 mois de l'année, et ici en fait on fonctionne en 3-8, donc on prend des données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 8 mois. Le problème c'est qu'en fait quand le détecteur est dans cet état-là, on ne peut pas du tout accéder aux parties internes du détecteur, et donc toutes ces parties internes ont de l'électronique. On essaye de déporter la majorité de l'électronique à l'extérieur du détecteur, mais c'est pas toujours possible. Et s'il y a une partie du détecteur qui meurt pendant la prise de données, elle meurt et on ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc, une fois par an, on a un arrêt hivernal de 4 mois, où vous pouvez éventuellement revenir et revisiter le détecteur. Et à ce moment-là, on ouvre en fait en partie le détecteur et on peut accéder à ces différentes parties-là. Ensuite, on a des phases qu'on appelle les runs. Donc là, on vient de terminer le run 2, qui dure entre 3 et 4 ans, pendant lesquels on prend donc des données de façon consécutive pendant 4 ans, et ensuite on va arrêter la machine pendant 2 ans. Donc ça permet de mettre à niveau le LHC, et également de mettre à niveau les détecteurs. À savoir qu'entre le run 1 et le run 2 du LHC, donc c'est arrivé entre 2012 et 2014, le LHC, en fait, l'énergie à laquelle on a commencé à 3,5 TeV de collision par faisceau, donc à 7 TeV dans le centre de masse. Ensuite, on est monté à 8 TeV dans le centre de masse. Après le run 2, on est passé à 13 TeV, mais on n'est toujours pas à l'énergie nominale du LHC, parce qu'on était censé monter à 14 TeV. Et donc ça, c'est ce qui va se passer pendant le run 3. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. J'ai vu dans le musée qu'il y avait un futur LHC qui s'appellera FCC. Ouais. Est-ce que ce sera la même chose, le même dispositif, mais avec plus d'énergie, quelque chose de complètement autre? Donc, le principe de FCC, effectivement, repose sur le même genre de technologie, et c'est simplement une échelle qui est 10 fois plus grande. Donc là, peut-être qu'on va passer là-bas en vitesse sur le slideshow, comme ça je vous montre 2-3 trucs. Donc là, en fait, ce que je vous disais, le LHC en fait, fait cette taille-là, donc il fait 27 km de circonférence et 10 km de largeur. FCC, si jamais c'est construit un jour, c'est un accélérateur qui ferait 100 km de circonférence cette fois-ci. On top of my head, je ne peux pas calculer le rayon, mais pour faire simple, avec le LHC, en fait, on est de ce côté-là du lac. En fait. Avec FCC, ça passe de l'autre côté du lac et on va sur la montagne qui est de l'autre côté. Donc c'est vraiment beaucoup plus loin. Et donc effectivement, ce serait le même genre de technologie, mais mis à une échelle qui est de l'ordre de 10 fois plus grande. En tout cas, on veut avoir une énergie qui est 10 fois plus importante. Sachant que c'est pas exactement ça, parce que les aimants, qui sont une des raisons pour lesquelles on peut accélérer une certaine énergie, sont eux 2 fois plus puissants. Donc ceux-là, ils peuvent permettre d'aller jusqu'à... Je vais vous dire des bêtises sur les chiffres, donc regardez ça online, mais le champ magnétique en fait qu'on peut essayer d'avoir avec les cryodipoles là que je vous ai montré dehors, on peut gagner un facteur 2. Okay. Mais c'est extrêmement compliqué de gagner un facteur 2 sur ces échelles-là parce que on passe vraiment d'un champ magnétique qui est de l'ordre de, je sais pas, 5 Tesla à quelque chose comme... non, ça doit être 7 Tesla à 13 Tesla. Et ces 13 Tesla, c'est le mieux qu'on arrive à faire à l'heure actuelle dans un laboratoire qui est spécialement fait pour faire ça, où ils font de la recherche sur les champs magnétiques. Il n'y a pas un laboratoire à Grenoble qui peut monter plus... ils peuvent peut-être monter, mais tu vois, c'est ce genre d'échelle-là. Après, le truc, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. On arrive à le faire de façon très limitée en temps, dans un tout petit volume, dans ce genre de laboratoire-là. On va... Enfin, tu vois, après, il faut le faire sur 100 km. Donc c'est un petit peu plus challenging, on va dire. Alors venez avec moi, je continuerai à parler entre-temps, et désolé, c'est un peu plus. Mais il y a par contre d'autres technologies qui sont en train d'essayer d'être mises en pratique, qui s'appelle la technologie d'accélération par plasma. Alors c'est quelque chose qui permettrait d'accélérer à des énergies qui sont du même ordre, mais sur quelques centimètres. Donc ça, ce serait un bouleversement technologique si on arrivait à le faire. Honnêtement, c'est pas gagné. Et même si on arrivait à le faire, ce serait pas avant... Je laisse pas le faire. Ce serait pas avant... c'est vraiment un truc qui est en recherche active. Alors, si jamais vous revenez un jour où il fait beau, on voit le Mont Blanc d'ici, donc c'est très joli. Alors, asseyez-vous, mettez les casques sur les oreilles, les lunettes sur les yeux, on va regarder les choses de travail. Et ensuite... Bon, bah, film en 3D, les potes.
création de nouveaux états qui sont prédits par le modèle standard mais qui n'ont pas encore été observés et qui sont produits par diffusion de bosons de vecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les deux protons en fait, du LHC vont arriver et chaque proton va s'approcher très proche l'un de l'autre. Ils vont tous les deux émettre des bosons W et Z. Et c'est ces bosons-là qui vont interagir pour créer un nouvel état. En fait. Et pour, donc c'est quelque chose qui est assez... Enfin c'est très rare. La section efficace de production de cette chose-là, où la probabilité de production de cette chose-là est très très faible. Et il y a beaucoup de bruits de fond en fait, qui sont produits à l'intérieur du LHC, donc c'est assez compliqué à observer. Voilà. Comment ça marche une analyse de données dans la classe? En fait, on a donc le détecteur, on va prendre des données. En général, on prend des données pendant des périodes de 2 à 4 ans. Et ensuite, on va essayer de comparer les données qu'on a à une simulation du détecteur. Donc, une simulation complète où on va prendre des éléments de physique qui sont simulés, qui sont envoyés dans la simulation du détecteur, et ça va nous donner un output du détecteur qui est exactement comme les données de l'expérience. Ensuite, le principe, c'est d'arriver à décomposer l'état, enfin tous les éléments que tu as, et arriver à les classifier. Donc ça, c'est un élément de ce type-là, ça, c'est un élément d'un autre type. Et une fois que tu as bien compris la composition de l'état, tu vas pouvoir essayer de chercher quelque chose de nouveau, ou à mesurer quelque chose très précisément. Ça, c'est l'idée globale de ce qu'on fait. À savoir que ce qui est assez intéressant, avec une manip comme Atlas, on arrive à mesurer certains paramètres du modèle standard avec une précision qui est de l'ordre de 0,1%. Donc c'est des mesures qui sont très précises. C'est assez étonnant quand on voit le détecteur parce que le détecteur est très très grand. Comme il disait à l'intérieur du film, c'est 40 mètres de longueur et 20 mètres de hauteur, mais les éléments à l'intérieur doivent être alignés à quelques millimètres. Donc ça, c'est l'alignement des détecteurs les uns par rapport aux autres, mais une fois qu'ils sont alignés, en fait, on va devoir reprendre des données cosmiques, comme je disais tout à l'heure, pour arriver à savoir très précisément où est le détecteur 1 par rapport au détecteur 2 pour pouvoir faire un alignement fin du détecteur. Et donc, même si on a cette chose qui est vraiment énorme et qui est malgré tout alignée de façon très précise, on arrive quand même à faire de la physique de précision avec, ce qui n'était pas forcément gagné quand la machine a été développée originellement. Je peux vous dire une autre chose sur le temps de vie d'une expérience comme ça, parce que c'est assez intéressant au final. Et si jamais vous voulez faire de la recherche et que vous voulez faire d'autres types de recherche, c'est très différent en fait à ce niveau-là. Donc, en physique des particules, en fait, on a, surtout en physique des particules sur collisionneur, il y a une expérience comme ça qui existe dans en fait, deux, il y en a, et les deux sont situés ici au CERN. Donc il y a Atlas et il y a CMS qui est de l'autre côté de la main. Les gens, en fait, ont commencé à réfléchir à pouvoir collisionner des particules, enfin des protons à l'intérieur du LHC à partir des années 80 en gros. Il faut savoir que l'exploitation complète du LHC devrait s'arrêter en 2035. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à ça dans les années 80 jusqu'à 2035, ça fait quasiment 50 ans. En fait, une expérience comme Atlas fait quasiment la carrière complète d'un chercheur en physique. Savoir que si on arrive en ayant déjà, enfin que la construction a déjà été faite et que l'exploitation est déjà en cours, on ne pourra pas vraiment participer à la construction du détecteur. Parce qu'après, il faut la chance de pouvoir arriver à la manip d'après. Je pense que ça, c'est très différent d'une autre manip, enfin d'un autre type de physique qui peut être faite, par exemple, en physique du solide ou dans d'autres types de recherches, où en fait, les gens ont plutôt tendance à faire... on va réfléchir à un aspect théorique, alors on va faire un développement théorique par rapport à ça, on émet une certaine hypothèse, on va construire une proposition pour essayer de pouvoir tester cette hypothèse-là, construire la manip, faire la manip, exploiter la manip, et ensuite les confronter aux expériences, enfin à la prédiction qu'on avait faite. Et ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de 2 à 3 ans, je crois. Une thèse, généralement, correspond à ça. Donc c'est vrai qu'en physique des particules sur collisionneur, c'est quelque chose qui est très différent parce qu'on ne peut pas forcément accéder à, en tout cas, pas sur un temps court, on ne peut pas accéder à tous les différents types de choses qu'on pourrait faire.
c'est intéressant aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vrai dans toutes les disciplines de la physique des particules, parce que par exemple, ce qui est fait avec les astroparticules ou avec la physique des neutrinos, les manipes sont généralement plus petites et un peu moins longues. Il y a un autre aspect qui n'est pas forcément. Je ne sais pas si c'était dit à l'intérieur du film. Est-ce que vous savez combien de personnes travaillent sur l'expérience de la classe? Ils le disent à l'intérieur du film? Ouais. Donc il y a 3000 physiciens qui font partie de la collaboration, ce qui veut dire que chaque papier est signé par 3000 personnes. C'est assez étonnant. Moi, en tant que chercheur, ça fait 10 ans, j'ai 850 papiers dans ma bibliographie. Dans la réalité, bien sûr, j'ai travaillé sur une dizaine de papiers, j'ai pas travaillé sur les 850. Je suis auteur de tous les papiers. C'est pas comme ça dans tous les domaines du physique. Après, c'est très intéressant, c'est de la recherche purement fondamentale. Il y a des interactions avec les milieux industriels. Vous avez pu entendre parler du web, par exemple. Je sais que le CERN a beaucoup de publicité par rapport à ça. Il y a eu les 30 ans du web qui était cette semaine, ici, l'anniversaire qui était le CERN, il y a 2 jours, 3 jours. Donc il y a des interfaces en fait entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc il y a des choses qui sont très différentes. Vous imaginez bien que quand il y a 3000 personnes qui travaillent dans une expérience comme ça, les 3000 personnes ne font pas du tout la même chose. Donc on a des choses qui vont des métiers de l'informatique réellement pure, des gens qui vont s'occuper simplement du traitement des données, de comment acquérir les données, les stocker, parce que on prend des quantités de données qui sont très 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 importantes, donc il faut pouvoir les prendre, les stocker et ensuite les processer. C'est des thématiques de recherche en elles-mêmes. Et puis des gens qui font des choses qui sont beaucoup plus précises sur la calibration d'un détecteur en particulier ou sur ce genre de choses-là, sur l'exploitation, etc. Donc il y a vraiment des métiers qui sont très 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 différents dans ce type de recherche. C'est intéressant, ça permet aussi de passer d'un type de choses à un autre type de choses assez facilement. D'autres questions? Non. Mais pardon, ils disent que il y a forcément, je sais plus, je ne vais pas rappeler le chiffre, mais il y a des millions de collisions qui sont faites en secondes. Ouais. Et du coup, il y en a pas mal qui sont jetés en quelque sorte, qui ne sont pas considérés, qui sont jetés à la poubelle. Et du coup, c'est quand même, ça doit être difficile de faire le tri, quoi. Enfin, ouais. Alors en fait, le principe c'est que pendant la prise de données normale, on va collisionner des particules à 40 MHz. Donc on fait une collision toutes les 25 nanosecondes, ou 40 millions de collisions par seconde. Et donc le principe, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les protons arrivent l'un à côté de l'autre, la majorité en fait va interagir de façon quasi élastique. C'est-à-dire que les deux protons arrivent et hop, il y a une diffusion et il y a un tout petit peu d'énergie qui est créée, mais c'est pas très intéressant par rapport à ce que nous cherchons à faire. Ce qui nous intéresse, c'est des collisions très centrales. Les collisions très centrales, elles sont beaucoup plus improbables. Et donc, la raison pour laquelle on fait autant de collisions, c'est qu'on cherche à avoir des phénomènes qui sont très rares. Et plus on fait de collisions, du coup, plus on a de chance de les voir. C'est aussi bête que ça. Une chose que je peut-être vous remontrer après, si on a encore 2 secondes, que je peux vous remontrer le slide Shurma. Si on regarde le graphique qui a permis dans un des canaux d'observer le boson de Higgs en 2012, on a 2 ans de prise de données. Il y a donc plusieurs milliards de collisions qui ont été faites. Les événements qu'on sélectionne à la fin pour arriver à découvrir le boson de Higgs, à l'intérieur de ce graphique-là, c'est 10 événements. Donc voilà, il faut arriver à trier effectivement les données pour passer de plusieurs milliards de collisions à uniquement une dizaine d'événements. Bon, en fait, dans ce cadre-là, c'était assez facile, entre guillemets, parce que c'est une signature qui est très très clean, en fait, et donc du coup, on le voit très facilement, comme ça. Ça donne aussi la précision des détecteurs qui attestent de la précision de propagation. Parce que comme il n'y a que 10 événements... Alors, les détecteurs en eux-mêmes, en fait, ils ont une certaine précision, mais ensuite, tu as la calibration en fait, qui va nous permettre d'arriver à regagner en précision. Et on peut faire des mesures. Tu vois, par exemple, il y a des mesures très précises qui ont été faites avec les accélérateurs précédents sur le boson Z. Donc, le LEP, l'accélérateur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un accélérateur où on collisionnait des électrons et des positrons. Et tu as un mode de production du boson Z qui est directement électron-positron. Donc si tu te mets exactement sur l'énergie de production du Z, tu peux avoir une mesure très 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 précise du
plus Z. Et c'est ce qui a été fait à l'époque. Et donc en fait, ce que nous on fait maintenant à l'intérieur de LHC, c'est qu'on va utiliser le boson Z comme une façon de calibrer les électrons et les murs. Le principe, c'est qu'on va créer des bosons Z dans les collisions de protons, et tu vas avoir des électrons et des muons qui sont créés dans l'événement. Quand on prend les données non corrigées et qu'on reconstruit la masse, en général, quand tu les prends les données vraiment non corrigées et non calibrées, tu prends la masse et tu vois le pic du boson Z qui n'est pas la masse du boson Z. Et donc à partir de ça, tu vas pouvoir arriver à shifter la simulation pour arriver à recalibrer tout le détecteur et arriver à avoir une calibration précise. Ouais. Vous avez dit en 2035, ça soit après. Alors, soit on construit FCC, soit c'est une bonne question. D'accord. À savoir que ce qui s'est passé au Télétron, par exemple, qui était l'endroit où ils faisaient des collisions comme ça aux États-Unis, la zone a été convertie pour faire d'autres types de recherches. On a recherché le type de neutrinos. Donc ils utilisent le complexe des accélérateurs en fait pour créer des neutrinos. Il peut y avoir d'autres choses qui est faites. Tu peux faire de la physique nucléaire avec l'accélérateur. Tu peux utiliser le rayonnement synchrotron pour faire un synchrotron. Mais ce serait plus du tout le même type de physique qui serait fait ici. Ce serait quand même recyclé. Regarde, un cyclotron comme celui qui a Grenoble de SRF, c'est un truc qui est recherché par plein de gens en fait. Parce que les cyclotrons font de la lumière très très pure, à très haute énergie. Et ça permet de faire des observations en biologie, en histoire, etc. Tu peux tester plein de matériaux différents avec ce genre de choses-là. En fait. Donc c'est des temps disponibles sur le cyclotron sont des choses qui sont très... Donc si on reconvertissait les accélérateurs ici dans ce genre de choses, il y a pas mal de gens qui seraient contents pour le faire. Donc, ce serait plus du tout le même genre de physique qui serait fait ici, mais c'est une option. C'est parce que les gens ils essaient de limiter pour avoir accès. Si je me trompe, vous avez dit que pendant le prochain run, on allait atteindre des énergies qui étaient en gros les énergies maximales qu'on pourrait atteindre avec les aimants actuels. Ouais. Et du coup, lors des runs qui vont suivre, vous allez... Donc, le principe, là, pour l'instant, jusque-là, c'est qu'on a eu une montée en énergie. Ensuite, on a une montée en intensité. C'est-à-dire que le run, après le run 3, donc le run 1 a pris un certain nombre de données, c'était quelque chose comme 20 inverses femtobarres de données. L'unité n'est pas très importante, mais c'est juste pour donner un ordre. Avec le run 2, on est monté à 150 inverses femtobarres de données, donc on a pris quelque chose comme 6 fois plus de données, entre 6 et 7 fois plus de données. Et le run 3 va nous permettre de prendre 300 inverses femtobarres de données, mais à plus haute énergie. Et le High Nosity Lechi doit nous permettre, donc le run entre 2025 et 2035, de nous permettre de prendre 3 atobars de données. Donc c'est 3000 inverses femtobarres. Donc on gagne encore un facteur 10 à ce moment-là. Le problème qui est à ce moment-là, c'est qu'il faut que tu aies l'intégralité du run, donc l'intégralité du dataset, pour pouvoir arriver à augmenter vraiment sur la précision des recherches, par exemple, de nouvelles physiques. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de papiers qui seront intéressants que 10 ans plus tard à ce moment-là. Donc ça commence déjà à être un peu plus challenging. Et donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec les données du LHC qui ne sont pas nécessairement faites non plus parce qu'on n'a pas forcément assez de personnes pour travailler sur tous les types de recherches différentes. Ouais. C'est quoi, quelle unité de données pour compter les données que vous avez dit? Les femtobarres, non? Ouais. Alors c'est femtobarn. Une barn, c'est comment ça s'appelle, une grange en anglais. Le principe du barn, c'est donc une mesure de section efficace. C'est en gros, c'est quelque chose qui est proportionnel à une probabilité. Et en gros, c'est la probabilité de recouvrement des deux faisceaux. Donc c'est une unité de surface, intéressamment. Et en fait, la quantité intégrée, on la mesure en inverse de cette quantité de surface. C'est un peu... c'est pas forcément évident comme ça, mais c'est comme ça que c'est mesuré.
Si on a terminé, les bus sont sur Ouais, le parking, bon, ça on me est- fait avec la pluie, je préfère le bus direct à l'accueil. On a terminé, a priori, je pense que c'est juste derrière. Moi, j'ai rien dit. Ils sont en train de savoir où on va. Et ils sont en train de négocier pour pas qu'on aille sous la pluie. On les a Et voilà YouTube. On est retrouvé la fin de la deuxième journée. Journée Océane, très intéressant, très passionnant. C'était vraiment une très bonne journée. On a bien visité. Dommage qu'il ait plu, ça m'a vraiment saoulé. Bon demain du coup on se retrouve pour la dernière journée. On va aller visiter tranquillement le LAP, donc le laboratoire d'Annecy de physique théorique à l'université. Donc là où travaille Richard Taillet, j'espère qu'on va le voir. Enfin bref, je vous laisse là et je vous dis à demain pour la suite des événements. À demain les poistos. Bonjour YouTube, on est sur la chaîne de l'Albatros, c'est le dernier jour. Voilà, avec quel joie tu Ouais, on est joyeux, on est fatigué encore une fois, mais c'était comme aujourd'hui, on va visiter le LAP qui est le laboratoire de physique d'Annecy. On est heureux, on est parti, let's go. La vidéo est lancée, on est parti. Merci. Nous sommes actuellement à la fac d'Annecy. Très content. On récupère tous nos bagages, on va se balader avec parce qu'on prend pas le même bus pour aller jusqu'à la gare. Lol. Ah bon, c'est pas grave. On est là, on est arrivé. Le cadre de travail est beau. Regardez-moi ça. Police, veuillez vous arrêter. Gendarme. On n'a pas ça, nous, à Grand-Mont. Mais c'est pas des morceaux. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je suppose une sorte de module Lucien qu'on a pu voir hier dehors. En tout cas, aujourd'hui, il pleut plus, ça fait plaisir. On va en profiter un peu, même s'il fait pas hyper beau. Enfin bref. Là, on arrive au lab. Le lab d'Annecy. Voilà, dans mon laboratoire d'Annecy physique des particules. Je fais partie de l'équipe de direction aussi, donc je m'occupe en particulier de toutes les visites du laboratoire, de la communication, des choses comme ça. Je ne l'ai pas mis dans le programme, mais cet après-midi à 14h, on a un séminaire sur les exoplanètes ici au laboratoire. Et je vous invite à y participer, même si vous devrez partir un petit peu avant la fin, ça ne posera pas de problème. Je fais partie du staff technique. Comme il a dit tout à l'heure, on est un petit peu la dorsale. Sans informatique aujourd'hui, on ne peut plus faire grand chose. Et donc dans quelques instants, on fera une petite visite rapide de la salle qui est juste derrière. Donc c'est ce qu'on appelle un mésocentre, un centre de calcul, un petit centre de calcul. Donc vous allez voir, c'est assez bruyant, c'est pas très convivial. Il y a une consommation électrique qui est phénoménale et ça tourne 24/24 toute l'année sans aucune interruption. Alors il y a des systèmes, je me dois de vous le dire, des systèmes anti-intrusion et anti-incendie. Alors, a priori, il ne va pas se passer, mais si jamais il y a une alarme qui sonne, on a 30 secondes pour sortir. Parce qu'en fait, après, on ne peut pas arroser, bien évidemment. Donc il y a des gaz qui vont venir prendre la place de l'oxygène dans la salle. Tout début d'incendie. Donc pas de panique, normalement, 30 secondes c'est suffisant pour sortir et ça ne devrait pas non plus se casser. Bon,
Donc en fait, au niveau de la puissance, alors elle est assez stable. Pourtant, la salle a à peu près une dizaine d'années, mais en fait, les technologies font qu'on monte en puissance informatique, mais on monte en puissance énergétique. Donc on a l'équivalent d'à peu près, en termes de consommation, d'à peu près 700 réfrigérateurs dans la salle. Une certaine partie de la chaleur aussi de cette salle est redistribuée dans les bâtiments pour chauffer. C'est une petite économie qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, en termes de capacité, donc on a deux types de capacités. Il y a une capacité de calcul, le fait de calculer, la quantité calculée, et aussi de stockage. En termes de stockage, on est à peu près à 2,5 pétas de stockage. C'est du stockage qui est éphémère, on ne va pas le garder, c'est du stockage qui est juste là parce qu'on reçoit des données des expériences où on nous injecte des données, on va les calculer, on va produire de la donnée et puis ensuite elle va être récupérée par les physiciens. Mais on n'a pas vocation de stocker, comme le CERN par contre peut le faire. Donc, le CERN stocke sur bande une quantité phénoménale de données. Donc la salle derrière, il y a à peu près 4000 processeurs. Donc c'est un petit centre de calcul qui en permanence vont exécuter ce qu'on appelle des jobs. Notre connexion Internet, donc c'est une connexion actuellement à 10 gigabits, donc elle devrait passer à 40 rapidement. Et puis on a même des perspectives à 100 gigas, parce qu'en fait on doit traiter des données qui sont toujours de plus en plus nombreuses. Ici, je vais vous résumer les explications qu'a pu nous fournir notre guide. Si je n'ai pas pris le son, c'est tout simplement que dans cette pièce règne un vacarme incessant à cause de la ventilation qui fonctionne en continu. Et heureusement d'ailleurs, l'équivalent de 700 frigidaires en consommation électrique dans une pièce fermée qui fonctionne 24/24 et 7 jours sur 7. Je vous laisse imaginer l'enfer qui régnerait là-dedans. Grâce à cette ventilation, la température y est finement régulée à l'aide d'un thermostat. Ici, il n'y a que quelques jours d'arrêt par an pour des rénovations. Sinon, tout fonctionne en continu. Les bouteilles vertes que vous avez pu apercevoir un peu auparavant sont remplies d'argon. Ce gaz interagit chimiquement très peu. C'est justement lui qui sert à chasser l'oxygène dans la pièce en cas d'incendie, pour éteindre les flammes sans avoir utilisé d'eau. Comme dit avant, dans ce centre de calcul, on retrouve à la fois de la capacité de stockage des données, ainsi que de la puissance de calcul pour accomplir des tâches. Dans cette armoire, on retrouve tout un tas de disques durs, chacun ayant une capacité de stockage allant de 1 à 5 téraoctets. Dans ces grandes armoires noires, on retrouve donc des composants que l'on peut aussi retrouver chez soi, mais à une échelle plus large. Disques durs, processeurs, carte graphique, mémoire RAM. Cette grande capacité de stockage permet au centre d'avoir de la redondance dans les données stockées, afin d'éviter que si jamais un élément vient à défaillir, une copie des données est quand même sauvegardée et rien n'est perdu. Bonjour, donc là c'est la deuxième présentation, je crois, pour vous. Donc je m'appelle Nicolas Lemou, je suis à la mécanique, moi je suis ingénieur mécanique donc, au laboratoire depuis 3 ans sur la manip d'Atlas. Donc je serai là pour vous expliquer un petit peu ce qui est la conception, donc ce que je fais comme travail ici. Et après je me présente Nicolas Massol, donc plutôt électronique. Électronique, instrumentation, et pour ma part, ça fait 22 ans que je suis au laboratoire et 22 ans sur l'expérience Atlas. Vous voyez, ça conserve, hein, pour encore de longues années. Donc en fait, on va s'appuyer sur le détecteur Atlas, sur l'expérience Atlas, pour vous parler de nos métiers qui sont représentatifs au laboratoire, mais qui pourraient très bien s'appliquer à n'importe quelle autre expérience dans lesquelles on interagit. Alors Atlas, c'est cette bête-là, au centre de la table.
Mais en fait, dans la vraie vie, c'est quand même un petit peu plus grand que ça. En fait, c'est le plus grand détecteur en physique des particules jamais construit. C'est un ensemble qui fait 40 mètres de long, 25 mètres de diamètre. Pour le poids de la Tour Eiffel, 7000 tonnes. Et dans lequel on va donc détecter les particules qui rentrent en collision dans l'accélérateur LHC. Donc en fait, c'est des collisions de protons. Et tout à fait au centre, alors vous n'allez pas bien le voir, mais tout à fait au centre, il y a un tout petit objet gris. C'est ce qu'on appelle le détecteur interne, le détecteur pixel, qui nous concerne ici aujourd'hui et qu'on va voir en interaction, s'il te plaît. Vous avez dû le voir hier aussi, ils étaient océans hier à classe. Ah, bah alors vous connaissez déjà Atlas, on n'avait pas dit. Donc là, vous reconnaissez la maquette Atlas, d'accord? On a les collisions de particules qui vont se faire au centre d'Atlas. Vas-y. Et ici, on a donc toutes les traces issues de la collision. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui sur le détecteur pixel. Ce qu'on veut avec ce détecteur, c'est prendre un instantané, un cliché, une photo en 3 dimensions de tout ce qui est issu de la collision. Et c'est le but premier du détecteur pixel. Alors ces pixels, c'est quoi? C'est des pixels comme dans vos appareils photo. Donc en fait, c'est un substrat de silicium. Sur ce carré de silicium, tous les 50 microns, on a un petit pixel. Donc on a une information du passage de la particule. Et des modules comme ceci, on en a plusieurs milliers dans le détecteur. Alors bien sûr, ils ne vont pas être flottants comme ça dans le détecteur. Il va falloir concevoir de la mécanique tout autour pour pouvoir les porter, les assembler, leur donner une certaine géométrie pour pouvoir prendre ces clichés, ces instantanés qui ont lieu en l'occurrence toutes les 25 nanosecondes. Si tu peux nous parler de ce détecteur. Donc c'est l'intérêt de la mécanique pour ça, quoi. Donc l'électronique, moi j'y entends rien du tout, quoi. Moi c'est plutôt la mécanique. Donc comment ça se tient, quoi. C'est ce système-là, bah voilà, tout seul, c'est bien gentil, mais ils n'y arriveront pas, quoi, l'électronique. Désolé. Donc c'est pour ça qu'on a cette petite structure. Donc cette structure-là, donc là par contre c'est à l'échelle 1. Donc c'est le tout petit truc qu'on voyait là-bas, qui est maintenant ici à l'échelle 1. Donc celle-ci, on va les coller, en fait, les installer directement sur ces socles, en fait, qui sont avec un angle. Donc à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a mis un angle aussi pour faire face au but de la collision. Exactement, c'est pour être perpendiculaire avec la collision. Donc d'après vous, la collision, elle serait où? Exactement. Donc en gros, la collision va être à peu près ici. Donc on est quasiment perpendiculaire et puis on va récupérer donc, les informations. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose d'extrêmement précis. Donc c'est avec une certaine échelle. Donc si je la replaçais à peu près, ça serait, si je vois bien, c'est à peu près ici. Donc à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce genre de matière? Est-ce que ça vous parle comme matière? Comme touche de carbone. Oui, pour toucher là. C'est un peu fragile là-dessus. C'est du carbone. Donc là, on a un support en carbone. Donc là, pour que ce soit vraiment le plus léger possible, parce que bon, on a toujours le même problème, c'est que les particules qui vont venir en interaction avec la matière risquent justement d'interagir dessus, alors que c'est de la matière neutre, invisible pour les scientifiques. Pour nous, ça nous permet de tenir le tout, et donc pour les scientifiques, ils disent non mais on veut le moins de matière possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi aussi du carbone. Donc pour que ce soit bien rigide et aussi super léger, quoi. D'accord, ma petite terre qui est à côté. Ce que dit la relation générale, ce que dit Einstein, c'est que la Terre est attirée par le Soleil, non pas à cause de la force qui est entre la Terre et le Soleil, comme nous, mais en fait la Terre va suivre les trajectoires les plus simples dans cet espace. Les trajectoires les plus simples dans cet espace, c'est non pas une ligne droite, mais c'est ce type-là. Je fais un peu de ça, mais c'est ce qu'on appelle une géodésique, c'est une courbe. Et du coup, la Terre tourne autour du Soleil. Le tableau classique où on a les particules qui forment l'univers dans leur... c'est comme ça qu'on vous les montre la plupart du temps. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que bon, ça explique pas grand-chose, qu'il manque plein de trucs et que c'est un peu de l'arnaque ce tableau.
Bienvenue en gare de Lyon-Pardieu. Lyon-Pardieu. Centre du train. De ne rien oublier. Donc voilà, la dame l'a dit, on est à Lyon-Pardieu. Là, on va attendre pour rentrer à Tours, tranquillement. On va prendre le petit TGV. On a, je crois, une demi-heure de battement, un truc comme ça. Donc je vous retrouve une fois qu'on sera arrivé à Tours. Notre terminus pour la fin du voyage et des aventures. Au revoir. On vient d'arriver à Saint-Pierre. C'est la fin du vlog. C'est la fin du vlog. Très triste. C'est très triste. On On se retrouve pour de nouvelles aventures Exactement. sur la chaîne de l'Albatros. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous et bon courage. Au revoir. Au revoir Wilfried. Au revoir. Yep. Voilà. Le mot de la fin est à vous. Bonjour. Bonjour. Un autre mot de la fin. La fatigue. La fatigue. On est tous fatigués, on va tous rentrer. Et dormir. Et juste dormir. C'était super cool. À très bientôt. Abonnez-vous.